Bonjour et bienvenue dans le 50e épisode de What is Love. Je suis Aïssata. Et moi, Meggy. Et félicitations à nous tous, hein, les auditeurs, nous, les présentatrices, pour 50 épisodes. C'est pas rien. Incroyable. Et oui, c'est pas 5. Incroyable, C'est pas exactement. 0,5. Amazing, amazing, amazing. On est contente de pouvoir offrir du nouveau contenu chaque 2 semaines. En tout cas, on essaie de se tenir à ça. Et on est contente de vous retrouver à chaque fois. Donc, merci pour votre fidélité. Merci pour votre générosité avec vos histoires. Et puis, on y va hein, pour 50 de plus. Yes! Et sur ce, on vous laisse écouter l'histoire du jour et on se retrouve à la fin. Bonne écoute. L'histoire basique commence en 2015. En 2015, je me suis échappée d'un énième camp de la sorcellerie. Donc, j'étais relativement jeune, mais j'attirais toujours les mêmes profils. Donc là, ça a commencé à être un peu trop énervant et je me suis dit, l'amour, c'est pas fait pour moi. Je suis jeune, je vais essayer de me focaliser sur moi-même, travailler sur mes défauts, essayer de m'améliorer, afin que lorsque l'angle de ma destinée lorsqu'il va arriver, je sois parfaite. Donc en 2015, je sors de là et puis je décide d'abandonner et je travaille sur moi, sur tout ce que je détecte comme défaut. Donc je travaille. Et parallèlement à ça, en fait, je me rapproche un peu plus de la religion. Donc, je pratiquais vraiment sans plus. Hein. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à être un peu plus impliquée. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis jetée dans l'univers du voile. Et je suis voilée. J'ai porté le hijab. Donc, à ce niveau-là, il faut dire que moi, que ce soit avec le voile ou sans le voile, j'avais une idée très claire de ce que je voulais dans la vie. Donc, j'avais besoin d'un homme qui soit tout d'abord musulman. Ça, c'est un point non négociable pour moi. C'est-à-dire, déjà, je sais ce que ma religion dit de ça. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que moi, j'estime que j'ai besoin d'un homme. Si je ne suis plus là, si je ne suis plus de ce monde, il puisse prendre en charge le volet religieux au niveau des enfants. Je cherche un homme qui puisse m'aider à grandir dans ma foi. Donc, tout homme non musulman apparaissait comme une femme à l'issue. Genre, dans ma tête, c'était ça. Je ne veux rien entendre. Il peut être parfait, il peut avoir toutes les belles qualités du monde, mais s'il est non musulman, ça ne passe pas. Et aussi, même s'il est musulman, s'il y a des petits red flags que j'aimais pas. C'est-à-dire un homme qui boit, qui fume, qui va en boîte, il fait beaucoup de syndrome de l'infirmière, là, j'ai beaucoup donné. C'est bon, je veux plus sauver le monde, je suis pas Mère Teresa. J'avais besoin d'un homme qui avait déjà fait son chemin et qui était sûr de lui. Donc, ce côté-là, j'ai vraiment été stricte dessus. Donc là, je me voile donc en 2015 et puis je commence à cheminer toute seule. Ben. Et c'est là que ça va être un peu compliqué parce que, ah, Seigneur, 2015, 2016, 2017, les années passent, même et je perdais, ne me reçois pas. Genre, c'était le désert. Il n'y avait pas d'homme qui m'accrochait, on ne me tirait rien, on ne me draguait pas, on me faisait. Que je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai décidé de te suivre et puis j'entends de me faire ce genre de truc. Je me marie à quel moment? Et c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup des sœurs qui se voient, qui vont se reconnaître, c'est qu'on nous dit beaucoup de choses. Pourquoi tu te vois, tu es jeune? Attends de te marier d'abord. Il va même pas voir ce qu'il va acheter. Donc, ton mari viendra, te verra avec un gros voile, là, il saura même pas qu'est-ce qu'il y a en bas. Enlève le voile, après quand tu vas te marier, tu vas porter. Il y en a aussi qui te disent que non, mais sur Instagram, nous, on voit des jolis hijabis. Toi, tu t'habilles mal, toujours en gros, mais essaie de changer, sois un peu plus sexy, un peu plus féminine. Donc, moi, je leur ai dit que mais je sais pourquoi je me voile. Et il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas aller parce que quand tu commences, la finalité, en fait, c'est d'enlever le voile. Parce que plus tu vas vouloir être féminine comme les autres le pensent, plus tu vas vouloir ajouter des choses, découvrir un peu ton cou, faire un peu si un jour tu vas enlever le voile. Donc, j'aurais dit que non, c'est bon. Et dans la période, en fait, j'avais pris énormément de poids parce que j'étais pas en Côte d'Ivoire, donc je mangeais un peu. En fait, les étudiants, on mange ce qu'on peut trouver. Donc, j'avais pris énormément de poids et mon corps, en fait, souffrait. J'avais mal partout. Et je savais que je n'étais plus la belle femme d'avant. Donc, tout ce que les gens disaient aussi, ça rentrait et puis ça me rendait un peu mal. Mais à un moment, j'ai décidé de ne plus trop écouter et puis de travailler aussi dessus. Donc, je suis restée comme ça. Et puis, on s'en va. 3 ans, 4 ans.
c'est chaud. Les gens te voient un peu comme la voilée féministe, la voilée qui est partie à l'école, qui parle grand français, elle connaît un peu tout. Et puis en plus, elle est déjà un peu accomplie parce qu'on la voit dans une voiture, on la voit faire ci. Donc, il y a un certain complexe qui vient au niveau de certains hommes. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que moi je vais lui apporter? Oh, elle est inaccessible, tu vois. Elle est inaccessible. C'est ce qu'on dit. On dit beaucoup de mes copines et moi, on est inaccessible alors que c'est faux. Dédaiement, la loque. Si tu as peur, tu vas pas avant ce que tu veux. Donc, ils avaient beaucoup peur de moi, j'avais l'impression, mais personne ne m'abordait. Et je parlais avec une amie qui m'a dit un jour, je lui ai expliqué, elle m'a dit que, mais en fait, il faut essayer de dire à Allah clairement ce que tu veux. Parce que tu pries, tu pries, tu pries, mais il a créé des paysages magnifiques, il a créé des créatures bizarres, mais que la science même n'arrive pas à comprendre des choses même. Donc, c'est pas toi, ton mari, qui ne pourra pas, en fait, t'apporter. Donc, elle lui dit, prends un papier, prends un stylo, écris ce que tu veux. Écris comment tu veux que ton mari soit. Et je me mets à écrire, j'écris. Et là, je décris mon mari. Et elle me dit, après chaque prière, en fait, il va falloir que tu lises ce que tu écris. À la base, j'ai pas de problème avec les hommes qui ont la même taille que moi, qui sont courts. Non, j'ai pas de souci. Mais bizarrement, je me suis dit que cette fois-ci, Seigneur, je veux poser ma tête sur la poitrine de mon mari. Donc, je fais 1m78. J'ai dit, je veux un homme très grand, physique. Ensuite, j'ai commencé à décrire physiquement. Seigneur, j'ai dit que je voulais un homme barbu. Seigneur, tu m'as eu. Hein? J'ai dit que je voulais un homme barbu. J'ai commencé physiquement tout ce que je voulais. Ensuite, religieusement, j'ai demandé un homme qui a déjà fait son bout de chemin, en fait, qui sait ce qu'il veut niveau religieux, qui essaie maintenant de s'améliorer. C'est-à-dire qu'au début, on galère un peu à laisser certains trucs qui sont un peu compliqués. Donc, j'avais pas besoin d'un homme qui sortait pour aller en boîte et compagnie, ou un homme qui buvait et qui disait que mais c'est pas si grave que ça, je vais changer. Non, j'avais besoin d'un homme qui était vraiment déjà accompli à ce niveau-là. Il a déjà laissé tous ses vices et puis il est prêt à s'améliorer. Et puis, en fait, j'ai commencé à réfléchir. Donc, ce que je savais déjà, j'ai écrit et mes réflexions aussi, j'ai rajouté. Donc, après chaque prière, je le mettais, genre quand je finis ma salade, je m'assois sur mon papier, je commence à, Allah, moi, je veux que mon mari soit comme ça, il soit comme ça, il soit comme ça, il soit comme ça, il soit comme ça. Je parle, comme si c'est mon ami, en fait. Je lui décris la livraison que je veux avoir. Et j'ai été, à ce niveau-là, vraiment, j'ai été très, très, très précise sur ma liste. Et ma feuille, je la dépliais, je lisais, je finis, je me lève, je m'en vais. À chaque prière. Je ne manquais pas. C'était le conseil de mon ami. Et j'avais pris ça comme ça, mais bon, je me suis dit, tant qu'à y faire, voilà, je me lance, en fait. Et on arrive en 2020, donc 5 ans après. C'est la période Covid. En ce moment-là, j'étais un peu active sur les réseaux sociaux au niveau de la gestion des intox et autres. Donc, je faisais souvent des vidéos, comment porter le masque, comment faire laver les mains, ce genre de trucs. Quand je voyais quelque chose qui était faux, je venais, oh, c'est doi, ce genre de trucs-là. Donc, parallèlement à ça aussi, il faut dire que j'avais une activité un peu bizarre. Je crochais beaucoup sur les gens. Genre, ça fait 5 ans, tu es célibataire. Il faut voir si ton cœur bat toujours. Donc, on va dire 1-2 crochages par mois comme ça, histoire de voir si l'activité cardiaque est toujours là. Donc, je croche, je décroche, je croche, je décroche. C'est des croches passagers, c'est rien de sérieux. Donc, sur Twitter, je vois un monsieur, en tout cas, il a de bonnes interventions, des tweets, tu vois. Et excusez-moi, vos histoires de, oh, les gars qui parlent de, elles sont sapiosexuelles, c'est faux. Le gars, il n'avait pas sa photo. On voyait juste la moitié de son visage, noir, blanc, un peu mystérieux. Mais il avait oh là là, quand il réfléchit sur Internet, quand il disait quelque chose, il suit les vidéos, ouais, l'enfant l'intelligent. Oh, il y avait un truc. Donc, je vois ça. Et puis, je croche un peu. Je dis, ah, ça, c'est mon crush du moment. Je commence à crocher. On interagit, mais on ne se suit pas.
Donc, on interagit de temps en temps, comme ça, sur des tweets. Je vois qu'il est un peu famille. Il parle de tout, foot, il parle de religion, il parle de politique. En tout cas, c'est quelqu'un de mature, on sent ça. Un jour, il va tout gâter. Il publie une photo de lui avec un enfant. Genre, il a attrapé la main d'un enfant comme ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'était trop sûr qu'une personne aussi mature n'est pas de propriétaire. Il est marié, il a un enfant. J'ai décroché. Je l'ai garé. Je dis, c'est bon. En 2020, j'ai mon ange gardien qui se marie, une amie. Donc, elle se marie et puis je suis DC, je l'aide à l'organisation aussi. Donc, on se réunissait de temps en temps, histoire de voir un peu l'avancée de l'organisation. Donc, je vais chez elle en fin juin, début juillet. Je vais chez elle et puis je lui dis, voilà où on en est au niveau de l'organisation. Et elle me dit, ah d'accord, on finit. Elle est en train de travailler, puis elle me dit, elle dépose son ordinateur, elle me dit, attends, que tu sais, j'ai vu un gars sur Twitter là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous allez être un bon match. Je dis, elle dit, tu le connais? Elle me dit, non, je le connais pas, mais je vais aller lui parler. Je dis, s'il te plaît, j'ai pas envie que demain, tu te retrouves dans une sauce, parce qu'en 2020, Twitter, c'était la guerre. C'était la jungle. C'est-à-dire, on te met dans des sauces pour tout et rien. Je dis, faut pas qu'ils vont apprendre que tu te maries et puis demain, on va dire, oh, les voilées là, elles sont dans les DM des gars. Elle dit, moi, je vais partir. Je dis, tu n'iras pas, laisse. En plus, il est marié, il a un enfant. T'as pas vu sa photo. C'était le même gars dont je parlais. Je dis, non, moi, j'ai décroché depuis, j'ai laissé tomber. Elle dit, donc je m'en vais à la maison. Dimanche, lundi, je me connecte pas tôt. J'ai une autre amie de notre groupe qui m'appelle. Et puis, elle me dit, allô? Connecte-toi rapidement sur WhatsApp, on a trouvé ton mari. Quelle histoire. Donc, je me connecte. Je vois le groupe est rempli de messages. Je vais au début. Je vois des captures d'écran, ses réseaux sociaux, sa photo, ce qu'il fait. En fait, des tweets tendancieux. En fait, tout ce qu'il faut pour analyser la personne. Elles ont fait le travail propre. Elles ont tout envoyé. Et ma copine, en fait, elle allait lui parler. Salam alaikum, mon frère, j'espère que tu vas bien. Désolée, mais en fait, j'aimerais savoir, est-ce que tu es célibataire? Elle ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle devait, elle est partie dans son inbox. Tu es célibataire? Si tu es célibataire, j'ai quelqu'un pour toi. Lui aussi, en tant qu'un homme facile, il répond, oui, je suis célibataire et tout. C'est après que je vais comprendre pourquoi il a fait ça. Il lui dit, oui, je suis célibataire. Voilà, je suis célibataire depuis tant et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, elle commence à lui demander, qu'est-ce que tu attends d'une femme? Et il lui dit, elle vient mettre ça dans le groupe. Donc, les filles là sont en train de dire, mais on était encore plusieurs célibataires et demandent, mais c'est qui va le prendre et tout. Et elles ont commencé à dire, non, c'est pour A, laissez. Il fait 1m98. Non, laissez, c'est pour elle, la taille, ça match. Donc, on me l'a donné. Souvent, vous ne savez pas, mais on vous donne dans les groupes et puis on choisit la bonne femme pour vous. Donc, on me l'a donné et elle va lui dire que, en fait, je veux te présenter une amie. Et il lui dit, c'est qui? Et elle lui dit, c'est A. Il dit automatiquement, OK. Elle crée un groupe WhatsApp. Elle nous met tous les deux dans le groupe WhatsApp. Et puis, elle nous dit, discutez comme si vous allez vous marier dans une semaine. Et puis, elle quitte le groupe. Donc, on laisse le groupe et on va en inbox. Et là, en fait, on prend vraiment au mot ce qu'elle nous dit. J'étais dans une phase où, c'est vrai que j'étais quand même très jeune. J'avais 24 ans. Mais je savais que je voulais me marier. J'étais plus dans les histoires de go-kart, je vais faire des trucs. Je veux me marier. On est en train de discuter et le gars me dit, je cherche une femme, moins 10, plus 10 ans. Donc, il avait à l'époque 35 ans quand on s'est rencontrés. Et il cherchait une femme dans l'intervalle de 25 ans à 45 ans. Et avec ou sans enfant, lui, ça ne le gênait pas. Donc, moi, je lui dis, ah, mon frère, moi, là, j'ai 24 ans. Quand il a vu que la Koseki était chic, là, il me dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, là, considère que tu as 25 ans. Je suis pas un homme, je laisse pas. Donc, on a commencé à parler. Et on parlait du matin jusqu'à 22 heures. Pendant 6 jours, on a parlé. Et on n'a pas parlé de c'est quoi ta couleur préférée. Non. On était de gens, quelle est ta vision de la famille? Quelle est ta relation avec la famille? Quelles sont tes relations avec tes amis? Comment tu vois l'amitié? Comment tu vois l'éducation des enfants? Quelle est
ta vision de la religion, qu'est-ce que tu penses de la religion, comment tu vis ta religion au quotidien. On a parlé de vraiment tout ce qu'on devrait savoir avant de s'engager avec quelqu'un. Donc, c'est une liste que j'ai fait, même que je partage avec mes amis. Des questions vraiment clés et tout. C'est vrai qu'après, on peut découvrir des choses et c'est des questions qui sont très logiques, il faut avoir l'esprit bien ouvert. Il faut pas te dire, oh, hey, il aime la couleur bleue, moi aussi. Non, non, j'étais pas dans cette optique-là. Je voulais savoir les questions qui fâchent. C'est-à-dire que quand on a commencé, je me suis dit que bon, aujourd'hui, on parle de famille. Et tout ce qui me passe par la tête, que j'aimerais savoir, qui gravite autour de sa famille, je lui pose comme question. Je dis, on finit ça, je dis, bon, parlons d'amitié. Je lui pose des questions. Ensuite, quand on va parler peut-être le lendemain, je lui dis, parlons finance. Je lui pose des questions, ainsi de suite. Et quand je me rappelle d'une question que j'aurais voulu poser, je reviens. Et lui, il me dit toujours, et toi? Genre, quand il finit de donner sa réponse, je répondais. Et on voyait en fait qu'on était quand même assez en phase sur certains points. Même s'il y avait des niveaux où on n'était pas très d'accord, mais c'était vraiment minime en fait. Voilà. Donc, à l'époque, moi, je devais peut-être partir pour continuer mes études en médecine. Donc, je lui demandais, mais ça te dérangerait pas que je parte et tout. Il était du genre, non, il n'y a pas de souci. Et ce qui me plaisait, c'est que c'était une personne qui ne mettait pas de frein à mes rêves. Bien au contraire, il me permettait de rêver grand. Et je lui demandais même niveau finance, est-ce que ça allait gêner que, voilà, en tant que médecin, je gagne peut-être plus que lui et tout. Il me disait, non, pas du tout. Et c'est comme ça qu'il est en vrai. Avec le temps, il est resté comme ça. Donc, on a commencé à parler, on a parlé pendant 6 jours et il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Il me dit, j'aimerais te voir, j'aimerais qu'on se rencontre parce que il y a un feeling déjà au téléphone et j'aimerais voir si c'est réel en fait. Et il me dit, il faudrait qu'on puisse se voir et qu'on voit si le feeling passe vraiment en vrai. Là, on va passer à une autre étape. Donc, moi, je commence à stresser. J'appelle toutes mes CP parce que dans le groupe, on a parlé. Je leur dis, ah, c'est sérieux, hein. Le mec, il veut me voir. Donc, on commence à parler et elle me donne des conseils. Et il faut dire que j'ai toujours eu l'âme d'une sugar mommy. Moi, le plus important, là, c'est qu'on puisse se voir. Qui paye, c'est pas mon affaire. C'était ma mentalité avant de goûter à l'argent de garçon. Je précise. Donc, c'est qui paye, c'est pas mon affaire. Tant que je veux te voir, je veux passer du temps avec toi, ça ne me gêne pas de payer. Donc, je payais beaucoup pour les garçons. Mes amis m'ont fait asseoir au téléphone et elles m'ont dit, tu sors. Si tu reviens qu'on a pour que tu as payé quelque chose, on va te faire du mal. Donc moi, je m'en vais, j'ai des choses en tête déjà. Avec ma cousine, on choisit ma tenue que je vais porter, tout ça. Le matin, je lui envoie un message, j'ai dit, ah, j'ai mal au ventre, j'arrive pas. Et on devait aller à Bassam, donc on s'est rencontrés en zone 4, à Kaiser. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là. Donc c'était le 14 juillet 2020. Je suis assise sur la terrasse de Kaiser. Et puis, j'attends le monsieur. Et là, je vois un géant qui s'approche. Le gars arrive de loin. Il a porté un pantalon noir, chaussures noires, chemise noire, chemise manche courte, lunettes de soleil, petites lunettes de soleil sur le nez. Et il s'était coiffé. Genre, il fait les pacos. Il se rase bien la tête. Non, son paco, il était exceptionnel. Nickel. Il a arrangé un peu de barbe là. Il a arrangé. Et puis, il s'est approché. Et plus il s'approchait, il avait un petit sourire. Et plus il s'approche, je sens quelque chose. C'était Power of Seduction de Antonio Banderas. Je peux jamais oublier ce parfum-là. Je ne peux pas oublier le parfum. En fait, il a fait rater mon cœur un battement et tout. Ça n'allait plus dans ma tête. J'ai perdu tous les moyens. Et il s'approche et j'avais un test, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit que si c'était le bon, il allait réussir ce test-là. Il s'est approché de moi. Il m'a regardé et il m'a dit « Salam alaikum ». Sans me tendre la main, sans essayer de me faire la bise. Il est resté distance de sécurité et tout. Je dis « Ah, petit, tu m'as un peu eu ici ». Là, je suis là, je souris comme une folle, mais bon, je reste toujours lucide. Donc, on monte dans la voiture, on part. C'était un nouveau chauffeur, mais je sais pas pourquoi je lui ai confié la voiture. Mais je me suis dit que bon, même s'il est nouveau chauffeur, que moi je suis ancienne chauffeur, on va continuer comme ça et puis on va voir comment il va conduire. Donc, on conduit jusqu'à Bassam. Le gars, il me dit, allons-y dans un musée. On va au musée des civilisations, c'est fermé. Il me dit, je connais un autre. Je dis, ah, dans quoi je suis? Je le suis, on va dans une sorte de galerie d'art à Bassam là. Et puis il rentre, il s'arrête devant les tableaux et il commence à dire waouh, c'est profond.
Moi aussi, je suis à côté, je comprends rien, mais je dis, ouais, très profond. En fait, il faudrait que je montre à l'adversaire que moi aussi, je suis cultivée. Bon, je ne comprends pas bien, mais je trouve que c'est joli, c'est bien dessiné et tout. Donc, je n'hésite pas de dire, ah ouais, mettre un peu de blague pour que, voilà, il puisse un peu rire et tout. Donc, on finit, et puis il donne un pourboire au gars, parce que c'était un endroit gratuit. Il donne un pourboire au gars. Je dis, généreux. D'accord, on verra bien. Et on sort, et il me dit, allons marcher sur la plage. Ça là, ça me touche. Il savait pas, mais ça me touche. On va, on marche sur la plage, et je lui dis, je veux m'asseoir là, sur le sable. Et c'est quelqu'un de très maniaque. C'était des petits tests, en fait, que je lui faisais passer. Et il m'a suivi dans mon délire, malgré qu'il soit maniaque, très à la monk. Genre, il touche pas les trucs sales, ça le gêne. Il s'est assis sur le sable, et puis on a commencé à discuter. Et on a discuté comme si on se connaissait depuis longtemps. Il s'est ouvert à moi, malgré le fait qu'il soit très timide. Il parlait vraiment beaucoup, il ne s'arrêtait pas. Et moi, je lui ai dit, mais attends, le gars, il disait qu'il ne parlait pas. C'est bizarre, il parle un peu trop. Et quand on finit, il me dit, allons, je t'invite dans ton restaurant préféré. Bon, à l'époque, j'aimais bien Beatty. J'ai dit, ouais, allons à Beatty. Donc, on vient en zone 4, on s'assoit. Il me dit, commande ce que tu veux. Dans mon cœur, là-bas, il dit, j'espère que c'est pas de mon argent. Attends, je prends quelque chose que je peux payer. On finit, on envoie la note, il prend. Et puis, le gars me dit, excuse-moi, je suis à court de liquide. Est-ce que tu n'aurais pas 10 000? Je le regarde comme ça. Il dit, Seigneur, mes copines vont me tuer. Il était si parfait. Il est venu tout gâter. Donc, je fais sortir mon porte-monnaie. Je paie. Là, je paye ça, en fait, avec le cœur pincé. Je dis, oh, tu étais tellement parfait. Et puis, je reçois une notification des 10 000 qui sont venus automatiquement. J'ai dit, toi, là, tu es sur la bonne voie, mon gars. Non, tu es bien. Donc, je rentre. Et j'avais mal à la tête. Et il a fait quelque chose qui m'a touchée. C'est qu'il habite Koumassi, on était en zone 4, il aurait pu rentrer, mais il avait peur, il ne savait pas bien conduire, mais il a conduit, j'habitais à Niama, donc il a conduit jusqu'à Bobo, et arrivé à Bobo, il a garé, il est descendu, il a pris son taxi, il est rentré chez lui, et moi j'ai continué le reste de la route pour rentrer. Au moins il était sûr que j'allais pouvoir terminer le trajet avec mon mal de tête. Donc on rentre, et dès qu'on rentre, il me dit, j'aimerais un deuxième rendez-vous. Seigneur, ok. J'explique à mes CP, elles sont toutes contentes et tout. Il a coché toutes les cases. Mais il y a un coin dans ma tête qui dit, restons vigilantes. Donc, le deuxième rendez-vous n'a pas eu lieu parce que j'ai eu un problème familial et tout. Donc, j'ai eu un oncle qui a fait un AVC et c'est moi, vu mon background médical, c'est moi qui gérais ce cas-là. Donc, je me promenais avec lui un peu partout. Et il a fait un autre truc encore qui m'avait touchée, c'est que le jour de notre deuxième rendez-vous, il est venu me trouver à l'hôpital où j'étais avec mon oncle, avec un voile, en cadeau en fait, juste pour me dire, j'espère que ça va aller mieux, prends ce petit cadeau pour que... Ah, petit, tu es bon, petit, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Bon, c'est mon grand frère, mais bon, petit quand même. Seigneur, on continue et plus on discute en fait, je me rends compte qu'il remplissait 85% de la liste que j'avais fait d'Allah. Et il y a des trucs en fait qui faisaient rire. Et moi-même, je sais que en fait, Allah ne peut pas te donner tout ce que tu veux. Il y a des petits côtés où tu te moques un peu trop, il va te faire payer ça. Et j'aimais bien me moquer des imberbes. Je disais, oh, garçon imberbe là, c'est ma sœur. Et je me moquais des ethnies. Il y avait certaines ethnies, tu vois, le côté, voilà, il y avait certaines ethnies là, je les loupais pas. Et tout le monde me disait que toi là, tu vas finir avec un gars de cette ethnie là. J'ai dit, oh, laissez ça. Et en fait, c'est un gars d'une ethnie, voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Allah m'a dit que, ah, ma petite, tu peux pas tout avoir dans la vie. Ce que tu te moquais de ça, là, tu vas un peu goûter. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas un berbe, mais il a une petite barbichette. Et en fait, son travail ne lui permet pas de garder la barbe. Donc, je suis obligée de supporter. Mais bon, ça va aller. Le Seigneur est bon. Ça va aller. Je ne voulais pas avoir d'enfant atteint de la drépanocytose parce que j'ai perdu des amis très chers et leur deuil, en fait, ça m'a fait énormément de mal. Donc, je me suis dit, tant que je peux éviter d'envoyer un enfant drépano sur terre, je vais le faire parce que je ne vois pas l'amour d'un homme qui va me permettre d'être aussi... Bon, pour ma part, je trouve que c'est un peu égoïste. Surtout si vous avez fait les tests. Donc, je ne trouve pas qu'il y a un amour qui va me permettre de le faire. Donc, je lui dis, il va falloir qu'on fasse les tests prénuptiaux. Donc, je le trimballe dans un hôpital. Et moi, au niveau des maladies, on va dire des maladies sexuellement transmissibles, j'avais beaucoup d'idées. C'est-à-dire que, par exemple, le VIH-Sida, ça ne me gênait pas. Parce que je sais que la médecine a avancé
une personne qui prend régulièrement son traitement, bah, la personne est détectable, ça va. Donc, moi, pour ma part, en fait, le VIH-Sida, c'est pas une maladie éliminatoire. Tant que la personne à côté est très ouverte d'esprit et surtout prend ses médicaments. Donc, il y avait quand même d'autres maladies et je m'assois là, je dis au médecin, je dis, écrivez, je veux ça. Et aussi, l'électrophorèse d'hémoglobine. Donc, on va faire le test et quand on finit, je lui dis, en tout cas, ce test est déterminant. Donc, les résultats sortent. Je suis AA, il est AS. Donc, dès que j'ai vu mon enveloppe, il était AA là, non. Je dis, OK, Seigneur, c'est fini, les portes sont ouvertes. Il pouvait être SS. Il pouvait être ce qu'il voulait. Tant que moi, je suis AA, je sais que tout est possible. Donc, en ce moment-là, mon cerveau a dit à mon cœur, écoute, t'es gâté, ouvre-toi. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à laisser son amour entrer dans mon cœur réellement. C'est-à-dire qu'il remplissait les critères. Et là, maintenant, je me suis autorisée à l'aimer pleinement. Et donc, vraiment, il faisait beaucoup de choses. Il m'envoyait des fleurs. Pour quelqu'un de son ethnie, c'est quand même exceptionnel, hein? Quand même, je pense que j'ai assez bien colonisé. Il m'apportait des fleurs, il était présent et tout. Et on avançait comme ça. J'ai laissé mon histoire de médecine. Je suis allée faire marketing. Et donc, il m'a soutenue dans ce nouveau volet de ma vie. Il m'a dit non, je vais y arriver. Lui aussi, il avait arrêté son travail et il avait décidé de rentrer dans la fonction publique. Donc, il devait aller faire une formation militaire. Et la période là, je me suis dit que bon, j'ai assez souffert de douleurs. J'ai toujours eu des douleurs pendant les règles. Hors règles aussi. Donc, tout mon cycle était de douleur. Donc, je me suis dit que bon, c'est bon, on a assez duré. On va avoir une gynéco. Donc, ça, c'était en 2021. Je vais voir la gynéco. Elle me dit que elle pense que ça doit être une endométriose. Donc, elle me prescrit une IRM pelvienne. Elle me dit d'aller faire. Donc, je vais faire l'IRM et le médecin radiologue, le médecin en fait refuse de me laisser partir. Il me dit qu'il veut me voir dans son bureau. Donc séance tenante, il me fait rentrer dans son bureau. Il me dit que en fait ce que lui il voit, c'est que j'ai pas d'endométriose, mais j'ai plutôt une tumeur qui s'appelle un tératome ovarien et que quand il voit ça, généralement il demande à ce qu'on enlève l'ovaire avec la tumeur parce que ça peut être bénin ou malin. Donc si c'est bénin, tant mieux, c'est pas grave, mais si c'est malin qu'on laisse l'ovaire, ça peut commencer à être autre chose. Donc, il me dit, appelez votre gynéco et programmez une opération d'urgence parce que c'est une urgence, en fait. On ne voudrait pas que vous restiez. Donc, je rentre à la maison, j'informe mon père. Ah, voilà ce qui se passe. J'ai pas l'endométriose, j'ai plutôt une tumeur. Il me dit, OK, je vais voir ma gynéco. Je lui explique ça. Elle le programme pour mes prochaines règles. Donc, moi, j'appelle le gars, je lui dis que, voilà ce qui se passe. C'est vrai que je t'aime, tout est coché, tout est bien, mais tu aimerais avoir des enfants. Et moi, je sais qu'avec un ovaire, c'est possible, mais j'ai pas envie de t'embarquer dans cette histoire de voyage au niveau de la fertilité et autres. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'ai pas envie de t'entraîner dedans. Donc c'est ça, c'est la mort dans l'âme que je te dis ça, mais c'est bon, on n'a pas s'y laisser. Il me dit non. Je veux pas. Je lui dis, mais comment ça? Et moi, j'ai toujours été quelqu'un, je n'ai pas, en fait, dans ma tête, c'est quoi? Les enfants, c'est important. Mais si je n'ai pas d'enfants, ce n'est pas grave. Parce que j'ai toujours fait une prière, c'est que qu'Allah m'envoie des enfants qui ne seront pas une source d'épreuve pour moi sur terre. C'est-à-dire que si cet enfant-là va venir et va être une source d'épreuve qui va faire que ma foi va flancher, je préfère être sans enfant. Je préfère encore être sans enfant qu'avoir un enfant. Je vais m'asseoir et tous les jours, je vais attraper ma tête et dire Seigneur. Ou bien, à cause de cet enfant, je vais m'éloigner de Dieu. Je dis, je préfère. Donc, j'ai toujours dit au Seigneur, si j'ai un enfant, c'est que cet enfant-là, ce n'est pas une épreuve pour moi. On va avoir des petites épreuves, mais les épreuves dures qui ébranlent la foi, je ne veux pas. Donc, je lui ai dit, et puis tu sais quoi, à un moment, les enfants quittent le foyer. C'est nous deux. Donc, si tu te maries pour avoir un enfant, je suis clairement pas la dame idéale, quoi. Donc, tu te cherches quelqu'un d'autre. Et il me dit que non, j'ai changé d'avis. C'est toi que je veux. Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants. Je suis prêt à te suivre. OK, allons-y. À ce moment-là, ça fait moins d'1 an qu'on se fréquentait. Mais en fait, on a su qu'on allait être ensemble, on va dire, le 14 juillet, quand on s'est vus. C'est-à-dire quand on a vu que au bout des 6 jours de discussion, on a su que le courant passait. Quand on s'est vu que physiquement, il y a eu cette petite attraction-là, on s'est dit que OK. Et le petit déclencheur, c'était le test.
le test sanguin pour voir si on était compatible. On a fait le test en septembre parce que lui, il était en pleine formation, moi aussi, donc c'était un peu compliqué de le faire. Donc, on a fait ça en septembre. Donc, on s'est rencontrés début juillet, fin 2020, en tout cas dans notre tête. Si tout était carré, tout était aligné, on se serait déjà mariés. Donc, il y a eu ça et lui aussi devait aller faire sa formation. Donc, il savait que je devais être opérée. Il m'a organisé un anniversaire surprise. Sa formation était légèrement retardée. Après, il est venu me voir à l'hôpital le soir de l'opération. Il est venu me voir à l'hôpital. Et il faut dire que pendant tout ce temps-là, quand même, on a respecté le fait de ne pas rester isolé, le fait de ne pas se toucher. Donc, il n'y avait pas d'histoire de poignée de main, de se faire des bisous, même la bise. Non. Distance de sécurité, frère. Tu es loin, je suis loin. Laisse-moi comme ça. Il y a plein d'occasions où tu peux me prendre dans leurs bras. Voilà, si tu veux, tu pleures, puis tu fais comme ça. Avec tes mains à distance, mais tu ne touches pas. Gardons ça halal quand même. Il sait qu'il m'a vu voiler. Et lui aussi, il avait un point d'honneur. En fait, il respectait énormément les voilés. Dans son processus de religion, au niveau de la religion, il était à un stade où il savait ce qu'il fallait faire ou pas, quand même avec la femme, une femme, voilà, qui n'est pas avec lui ou sa sœur. Donc, il vient me voir et ensuite il part. Moi, je reste là, on a fini l'opération. Le rétablissement est un peu lent, mais comme il y a une de mes CP qui se marie, je me donne de la force pour me remettre sur pied. Et on passe à l'attente interminable pour le résultat d'anapath. Je me souviens que le jour où je suis allée retirer le résultat là avec le chirurgien, genre je faisais tomber toutes mes affaires seulement parce que pour moi le cancer c'est pire que tout en fait. Moi je voyais ma vie s'arrêter, j'ai commencé à réfléchir à comment j'allais faire mes chimios, tout. Et puis là je rentre et puis il me dit respirer, c'était bénin, il y avait rien. Donc là et puis aussi ils n'ont pas finalement retiré l'ovaire. Et ça c'était une promesse de ma gynéco, elle m'a dit tu es jeune, tu n'as pas d'enfant, je vais voir ce qu'on peut faire avec le gynéco. Ils ont juste enlevé toute adhérence, diminué au maximum l'organe. Ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. Mais ils ont laissé, en même temps, ils ont laissé l'ouvert. Donc, on finit ça. Et quand il allait en formation militaire, c'est loin, c'est dur. Ils n'ont pas de téléphone, ils vivent la galère là-bas. Mais ils trouvaient le moyen un petit temps, même si c'est 2 minutes, de m'appeler. Allô, je voulais juste entendre ta voix. Ça va, je vais bien, ne t'inquiète pas, prie pour moi. Et c'était un peu comme ça. Il appelait, je lui dis toujours, appelle ta maman. Il appelle sa maman d'abord, avant de m'appeler rapidement. Et puis, on a fait comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il est revenu, on était en fin 2021 par là. Il était en fait dans l'optique de, mais marions-nous, qu'est-ce qu'on attend? La famille aussi en train de mettre un peu de pression et ça avait fini parce que j'ai rencontré sa mère et puis ses tantes, sa grande sœur en début 2021. Donc, on disait, mais tout va bien, mariez-vous. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours été quelqu'un où je dis, c'est vrai, on doit se marier pour genre keep it halal et tout, mais restons quand même lucides. Tu viens de commencer ta formation. Moi, je viens de commencer mes cours. Il faudrait qu'on puisse déjà terminer la maison où on doit habiter. Il faudrait qu'on puisse arranger un peu tout ce qui est autour avant de venir. Sinon, quand on va rentrer là, ça sera un peu difficile, ça sera un peu compliqué. Donc, t'inquiète pas, attrapons notre cœur et tout. Donc, il dit non, mais faisons le mariage et tout. Ma maman a demandé. Elle a dit c'est quand on doit se marier. Je dis, dis-leur de se calmer. Je veux pas se marier, moi. Et moi, une chose, tu sais, avec nos cultures, quand on fait le mariage, tout repose sur la femme. Donc, non seulement c'est la femme qui est la wedding planner, c'est elle qui sait ce qu'elle veut, mais c'est la famille de la femme qui organise la cérémonie. Et en plus de cela, c'est la femme qui va être mise en chambre. Donc, quand tu vas faire ça, il faudra que tu sois libre dans la tête et que tu n'aies pas d'autre chose. Donc, moi, j'avais mon mémoire de licence qui arrivait à grands pas. Je lui ai dit, tu sais quoi, donnez-moi du temps, je termine, je soutiens, et puis on se marie. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit vraiment, donnez-moi ce temps-là, dès que je finis de soutenir. Mais non, on connaît des gens, ça c'est les parents, mais on connaît des gens qui se sont mariés, qui sont allés à l'école. Je lui ai dit, oui, il y a des gens qui se sont mariés, qui sont allés à l'école. Mais tout va reposer sur moi. J'ai pas envie de penser à ma soutenance en même temps à comment l'organisation du mariage va se passer. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi du temps pour que je puisse finir en fait ce niveau-là. Donc, il a patienté et en juillet 2022,
j'ai soutenu. Donc, il appelle mon papa et c'est vrai, quand on s'est rencontrés en 2020, là, il a fait un truc du genre, oh, je viens te voir chez toi. C'est ah bon? Et il a conduit de Kumasi jusqu'à Nyama. Donc, il arrive, il se perd. Je dis à mon papa, ah, j'ai un ami qui doit venir me voir, là, je vais le chercher. Donc, je vais le chercher, je reviens. Mon papa le voit, ah, ça va, mon fils. Ok, d'accord. Donc, on finit, il s'en va. Mon père qui prend le téléphone, il appelle ma soeur. Allô? Ah, il y a un gars là, il y a un monsieur qui est venu derrière ta petite soeur. On dirait il est fin, hein. Il a dit, on dirait il est fin, hein. Donc, moi, j'ai dit, et puis elle m'appelle, elle me dit que, attends, c'est qui est venu? Donc, je lui explique. Elle dit, ton papa dit que le gars là est fan de toi. Il dit, oh, laisse le vieux là. Pourtant, c'est les papas poules. Oh, pas de garçons derrière mes enfants. Je dis, ok. Donc, il a le numéro de mon papa. Il appelle mon papa et il lui dit que, ah, papa, elle a fini sa soutenance. Donc, je sais qu'elle est stressée. Est-ce que tu me donnes la permission de l'envoyer à la plage? Bon, ma soeur, c'est l'enfant qui sort et puis qui rentre, qui dit, ah, je suis rentrée. Moi, je suis l'enfant qui, même à 25 ans, 26 ans, faisait pas, qui dit, papa, est-ce que je peux? Voilà, la dernière de la famille. Lui aussi, il est dernier de la famille. Donc, ah, papa, est-ce que je peux l'envoyer à la plage? Ça va lui permettre de penser à autre chose. Donc, mon papa donne son autorisation et on va à la plage, on va à Bassam, très tôt le matin, parce que j'étais fatiguée et tout ça. Donc, moi, l'air marin, ça me fait du bien et tout. Et puis, on n'était pas censé durer. On voulait rentrer à Abidjan rapidement. Donc, on est là, assis là. Et puis, à un moment, je dis, hey, comme on va bientôt partir, voilà la plage. Faisons des photos, souvenirs et tout. Donc, j'avais mon trépied. Et puis, je place mon trépied, j'ai ma montre, j'active à distance, ça fait... Donc, on est en train de faire les photos et tout. Donc, je lui dis, tu sais quoi, à ce moment-là, viens, on fait une vidéo genre... On voit pas qu'il y a une caméra qui nous filme. Tu vois, c'est un souvenir. Donc, moi, je me tourne, j'ai mis la caméra, je me mets en position et tout, et tout, et tout. Et pourquoi je me tourne, oh, voilà, le gars, il a genou. Donc, il a mis genou à terre. En plus, il a fait ça, il a mis genou à terre, nanani, le petit discours. Veux-tu épouser? Ah, moi, dans ma tête, là-bas, tu vois, je suis trop la go, Kito. Dans ma tête, là-bas, j'ai dit, ah, mais tiens, on sait qu'on s'est mariés. Mais bon, je fais genre, oui, je le veux. Il m'a mis ma bague, j'ai fait ma photo. J'ai envoyé la photo à mes CP, tout ça. Oh, c'est gâté. J'arrive à la maison. Je vais faire sport d'abord pour lever tout ce qui est émotion. Je rentre à la maison et je refais ce que ma sœur a fait à mon papa. Le jour où mon beau-frère a fait sa demande à ma sœur, elle est rentrée de son brunch. Mon papa était devant la porte et puis elle a plaqué la bague devant ses yeux comme ça. Le vieux là-bas, il s'est bouffé avec sa nourriture. Il avait une pomme dans sa main. Donc moi, je rentre et puis je m'assois. J'ai dit, bon, moi au moins, je dois ménager ce vieux-là quand même. Donc on est en train de discuter, je m'assois et puis je parle avec lui et j'agite ma main gauche depuis là sous son nez pour lui faire comprendre que voilà et tout, et tout, et tout. Et puis il a dit, j'ai dit, ah, papa, on dirait, c'est ce qu'il m'a donné, oh. Ah. Donc, on va dire, d'accord, j'ai compris. Donc, on finit. Le lendemain, c'était son anniversaire. On s'est pas vu ce jour-là, mais on a commencé à organiser tout ce qui est mariage et tout. En fait, je vais me souvenir d'un truc, c'est que l'enfant qui était en photo avec lui, parce que c'est la photo qui avait fait que j'avais eu peur. Donc, l'enfant, en fait, c'est l'enfant de son meilleur ami. Et je lui ai dit, ta tête, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as mis? Il m'a dit que non, c'est juste son filleul, on va dire, et il voulait faire une photo. Mais il y a un truc qui est magnifique, en fait, dans cette histoire-là, c'est que j'étais le crush de mon mari. On a crushé simultanément. C'est-à-dire que quand je faisais les vidéos sur les réseaux sociaux pour montrer comment, pendant Covid, la période où j'ai crushé sur lui, cette même période-là, dans ma vidéo, en regardant ma vidéo, au lieu d'apprendre comment on lave les mains, il est tombé fin. Et quand il est tombé fin, il avait peur, honte d'aller vers moi, de venir vers moi pour me dire, salam alaikum, ma soeur, est-ce que tu es célibataire? Parce qu'il voulait pas être un peu gauche. Donc, il était là et puis il a attrapé son amour. C'est pourquoi quand ma copine est allée lui parler, c'est pourquoi il a été un homme aussi facile. Parce que au début, il espérait que c'était de moi qu'elle parle. Donc, quand il m'a demandé qu'elle a dit la célibataire, il dit oui, je suis célibataire depuis tant, parce que, et qu'elle lui a dit que c'est temps,
bah, il était super content. Il lui a dit, c'est dans mon numéro. Donc, en fait, c'est-à-dire que je crochais sur lui. Moi, j'ai décroché, mais lui, il crochait sur moi. Et Allah, en fait, il m'a prise, il est venu me servir sur un plateau doré. Donc, ça, c'est le petit truc que je veux me souvenir. Voilà. N'oubliez pas, vos crushs, là, ils peuvent tomber sur vous. On ne sait jamais. Le Seigneur, il est bon. Le 16 octobre 2022, on a fait le mariage devant la porte de la maison, le mariage religieux. Devant la porte, on n'était pas présents. Donc, quand on s'est vu pour le civil, on était mariés et tout. Donc, ce jour-là, je me suis mariée en tout vert, en vert émeraude, une robe de princesse en vert émeraude. Ça a choqué les gens, mais je m'en foutais parce que j'étais pas une mariée conventionnelle. Donc, je me suis mariée en vert émeraude. Et en fait, ce jour-là, j'avais mal à la tête. J'ai eu un mal de tête, mais horrible. J'ai fait une crise de panique le matin. Mes copines étaient tout autour de moi. Ils ont commencé à mettre le Coran. Ils ont commencé à prier pour moi parce que ça n'allait pas. J'ai pris médicaments, j'ai bu café, rien n'allait. Donc, j'ai passé toute la journée sur pilote automatique. En fait, j'ai pas profité de mon mariage, mais au moins, je savais que j'étais mariée. Voilà. On s'est mariés, on est rentré chez nous, on a vécu notre vie. Quelques semaines plus tard, il a été affecté vers San Pedro. Donc, Goumet, je pleurais beaucoup. Et je suis devenue célibataire une semaine sur deux parce que sa semaine de repos, il venait à Abidjan. Sa semaine de travail, il était là-bas. À un moment, on dit non, vous ne venez plus à Abidjan. J'ai eu beaucoup de gourmets cette période-là, j'ai beaucoup pleuré. Mais bon, c'est vite passé, il est revenu à Abidjan. En fin 2023, moi, j'arrête le travail parce que j'ai fait un burn-out. Et lui-même, il m'encourage à arrêter. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je gère tout. De toute façon, il gérait tout déjà. Donc, il me dit, ne t'inquiète pas, ne panique pas. Moi, je veux juste que tu ailles bien. Rentre, reste à la maison, ça va. Et dans la même foulée, je découvre que on est un petit clandestine en route. Donc, je vomis beaucoup. Je perds 18 kilos. Tout ce qui est morning sickness et tout, c'est compliqué. Mais j'ai quelqu'un à côté qui m'aide. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as pas d'énergie pour te lever, tu n'as pas d'énergie pour même te laver. Se brosser les dents, tu vomis. Quand tu bois de l'eau, tu vomis. Tu manges, tu vomis. C'était compliqué. Donc, c'était lui souvent qui venait m'aider à me lever, m'aider à me laver. Il était vraiment présent. Il a fait vraiment comment on appelle ça? Il a fait vraiment son travail, on va dire, de mari en ce moment-là. Et la grossesse a avancé, a avancé, a avancé. On a eu une petite frayeur. On s'est retrouvés aux urgences. Ce jour-là même, quand on partait, moi, avant ça, j'avais déjà fait mon petit testament avec mon ange gardien qui nous a présentés. Je lui ai dit, voilà ce que je veux pour ma fille. Voilà ce que je veux. Parce que c'est un détail que souvent on oublie. La vie, l'accouchement, c'est tellement délicat. Donc, ma soeur déjà savait ce que je voulais pour mes funérailles. Mais j'ai parlé avec mon amie, je dis, soutenez-le au maximum. Mais s'il vous plaît, aidez-le à se remarier. Faudrait pas qu'il reste seul. Aidez-le à se remarier. Faudrait qu'il retrouve la joie d'être amoureux encore. J'étais dans mon petit délire. Et on partait sur la route des urgences. Je lui dis, tu sais, si on te dit de choisir entre le bébé et moi, choisis-moi, le bébé finalement. Parce que souvent, c'est quelque chose, on n'y pense pas. Parce que le compagnon ou l'accompagnant ne sait pas quoi faire. Si les médecins lui ont dit que, voilà ce qui se présente, il faudrait qu'il puisse savoir. Et moi, je lui disais que, en vrai, le choix le plus rationnel, c'est qu'on peut toujours avoir des enfants. Mais est-ce que tu es prêt à vivre sans moi? Donc, il faudra que je te dise. Il s'est un peu fâché parce qu'il disait que non. T'as cru que je ne savais pas? Tu me dis ça, on dirait j'allais choisir autre chose. J'ai dit non, moi je parle seulement de mes dernières volontés. Je sais pas ce qui va m'attendre. Très drama queen, mais bon, c'est pas grave. Il a accepté. Et il me disait, j'ai peur de l'accouchement. En fait, tu regardes à la télévision, il y a un accouchement, il coupe le son. Il ferme les yeux. Quand la période passe, il remet. J'ai peur de l'accouchement. Je lui ai dit, tu sais quoi? Cet enfant, on l'a fait à deux. On le sort à deux. Moi-même, tu dis, tu as peur de l'accouchement. Moi-même, j'ai peur de l'accouchement. Tu dis, tu n'as jamais accouché. Je dis, moi-même, c'est pire.
J'ai jamais accouché aussi. Donc, c'est une première fois pour toi et moi. On va le vivre ensemble. Il me dit non, je ne pense pas. Mais mine de rien, on s'est retrouvés ensemble en salle d'accouchement. On est resté quand il m'a rejoint là-bas, on est resté ensemble et pendant même l'accouchement, il était là. J'ai pas compris. Moi, je pensais que mon élément, il allait fuir. Et je te dis que c'est 1,98 m et plus de 100 kilos. Il est costaud. À un moment, mon cerveau me dit, tu vas pas lui dire de sortir parce que s'il s'évanouit dans la salle, bah, les appareils là, ça coûte cher et il faut pas qu'ils vont nous poursuivre. Donc, mais il est resté vraiment focus sur moi, à m'encourager. D'ailleurs, ça m'énervait un peu qu'il m'encourageait parce que c'est lui qui m'a mis dans cette situation-là. Il m'énervait un peu, je le détestais, mais bon, on va dire que c'est le moment. Je l'ai pas trop détesté. La petite est née et il a été formidable. On est restés ensemble que tous les deux en chambre. C'est lui qui se lève la nuit pour l'aider. En fait, il faisait tout. J'ai pas galéré à l'hôpital. C'est vrai que après son oreille qu'il avait à l'hôpital, là, ça s'est éteint. Quand la petite pleurait la nuit à la maison, il n'entendait plus. Mais bon, on va dire que ce qu'il pourrait faire là, il l'a fait. Donc, on va accepter ça. Et on a vécu ça ensemble. Je ne dirais pas que c'est très difficile, surtout en tant que deux jeunes musulmans qui ont décidé de vivre vraiment, ils sont pas vraiment rapprochés physiquement avant le mariage. C'est quand même un peu difficile de vivre ensemble parce qu'il y a un peu de honte, il y a un peu de deux éducations qui s'entrechoquent et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais les mamans ont une chose qu'elles aiment bien dire on va dire à nos sœurs, mais que je trouve aussi qui est bien pour les hommes, c'est de marier une personne qui a pitié de toi. C'est pas péjoratif, mais une personne qui a pitié de toi, il y a des choses quand elle va te voir faire là, son cœur va pas supporter, elle va te faciliter la vie. Moi, je rajoute même, marie une personne qui a la crainte d'Allah. Parce qu'une personne qui a la crainte d'Allah ne peut pas être un sorcier. C'est pas pour toi, hein, c'est un peu égoïste, mais il va pas vouloir te faire du mal pour risquer son paradis, en fait. Donc, il faut marier quelqu'un qui a la crainte d'Allah et qui a pitié de toi. Si tu ne fais pas ça, tu vas vivre un peu les choses de la sorcellerie. Et comme je disais à une amie, c'est que c'est deux éducations qui se confrontent, mais on se rend compte que l'amour, le mariage, ce n'est pas un fleuve tranquille. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Le mariage, c'est pas H24 rose. C'est un fleuve mouvementé où à chaque fois que vous avancez, il y a un sentiment différent qui vous permet de supporter. Donc souvent, ça peut être la honte. Souvent, c'est la tolérance qui vous permet de supporter tout. Souvent, c'est la passion. Souvent, c'est la foi aussi. La foi aussi peut être un sentiment, une chose qui va vous permettre de surmonter en fait le mariage. Et je ne dirais pas aujourd'hui, dans quelques jours, ça va faire 3 ans qu'on est mariés, je ne dirais pas que c'est tout le temps rose, je ne dirais pas que voilà, je ne vais pas blaguer les gens. Le mariage, c'est pas facile, c'est la guerre. Mais c'est une guerre où tu dors avec ton ennemi. Vous êtes énervés l'un contre l'autre. Et puis vous êtes obligés de vous coucher dans le même lit. Et surtout, même souvent, vous êtes là. Oh oui, bébé, bisous. Bonne nuit. À demain, Inch'Allah. En fait, c'est un peu bizarre. Mais il faut juste se rappeler de ce qui vous a mis ensemble. Et principalement, on va dire, c'est la foi. La même foi que vous partagez. Donc, quand il y a des situations souvent qui sont un peu délicates, vous vous demandez, est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Est-ce que vous pouvez faire différemment? Donc, ça permet d'être un peu plus lucide. C'est vrai qu'il y a des moments où vous vivez l'amour tel que certains peuvent le décrire, l'amour fou et compagnie. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, vous avez un amour qui est beaucoup plus simple, qui a de bonnes bases. C'est pas la passion qui va s'éteindre. C'est que vous allez savoir comment à chaque fois vous ajuster et tout. Mais c'est beaucoup de tolérance et puis deux éducations. Dans le cas des sœurs que vous voyez qui vont aller se marier à toutes ces deux éducations, vous allez devoir mettre ces éducations-là ensemble et puis avancer. C'est pas facile, mais c'est possible. En tout cas, les sœurs voilées, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui vous diront, enlève pour voir le temps que tu te maries.
Mon mari, il m'a connu même dans ma période, bien les gros habits, bien éloignés du corps. C'est le jour du mariage qu'il a découvert. C'est-à-dire, je suis un Kinder surprise gars. Mais j'étais à fond à la salle. Mais genre, je suis venue et puis j'ai dit surprise. Et là, il a découvert. Mais je veux dire que le Seigneur va vous envoyer l'homme que vous attendez, l'homme qui est bon pour vous. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent enlevez le voile, il faudrait que tu puisses faire comme si pour attirer un homme. Non, un homme qui te veut, il n'aura pas honte de ton voile. Le voile ne sera pas un frein pour lui. Ta situation financière ne sera pas un frein pour lui. Tes ambitions ne seront pas un frein pour lui. Il ne va pas te voir en inaccessible. Il va venir, il va lancer son filet et si tu es intéressé, ça va prendre. Et vous allez vous marier, vous allez vivre heureux. Donc, les histoires de enlève ton voile pour que tu puisses trouver un mari, franchement, c'est pas facile d'écouter cela, mais enlevez ces personnes-là de vos vies. Vivez l'instant présent, profitez pour travailler sur vous, parce que ce que j'ai compris, c'est que ces 5 années de célibat-là, avant de rencontrer mon mari, c'est parce que je n'avais pas encore décidé d'être brisée. Je disais toujours, oh, aide-moi à changer tel défaut, oh, là, aide-moi à changer tel défaut. Mais le jour où je me suis assise, je me suis dit que, bon, ok, je me considère comme du marbre, brise-moi comme tu souhaites pour que j'ai la plus belle forme qui existe. Parce que le marbre, c'est dur. Mais un bon artiste, en fait, il va le casser. Mais il va te faire des statues, mais avec des drapés, mais inimaginables. Donc, j'ai dit à Allah, je dis, mais brise-moi, je suis la pierre la plus dure, brise-moi et fais de moi, en fait, la plus belle œuvre que tu puisses avoir. Et c'est en ce moment-là, quand j'ai accepté d'être brisée, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses que j'ai lâchées. Et en fait, c'est comme si les vrais potes se sont ouverts. Voilà. Donc, acceptez que le Seigneur vous brise. C'était moi. Pour moi, en fait, l'amour, c'est un choix raisonné. On va dire que c'est une raison très présente qui crée le terrain propice à ce que le cœur puisse s'enflammer. Merci d'avoir écouté l'épisode. On espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai adoré. Je sais pas pour toi, Meggy, mais j'ai trouvé ça trop cute. Moi aussi, c'était trop mignon. Comme quoi, savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est important. S'écouter et puis être fidèle à ses convictions, c'est important. Ouais. Quand on lui dit enlève le hijab, peut-être fais ceci, fais cela, elle a toujours été fidèle à elle-même et à son Dieu. Et je pense que c'est pas facile, hein, 5 ans de célibat. C'est pas 5 jours de célibat. C'est pas. Et surtout, je pense que c'est une chose d'être célibataire, mais c'est peut-être une autre chose si au moins tu ressens l'appréciation des gens et puis tu te dis, c'est juste moi qui veux pas ces personnes-là. Mais elle expliquait aussi que c'était aussi même pas de compliments, etc. Donc ça peut être dur aussi sur l'estime de soi. Hyper dur. Mais moi, je retiens que quand c'est pour toi, c'est pour toi. Hein. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. T'es trop cute. Il se trouve sur Twitter, l'ami qui décide de charger la situation pour les mettre en contact. Et des bons amis, en fait. En fait, des amis qui sont prêts à se battre. Bienveillants et qui veulent votre bien. Ouais, et qui donnent de bons conseils aussi, parce que même le conseil de parler comme si vous allez vous marier dans, c'était quoi, 6 jours? Ouais, 6 jours. Pourquoi 6? Mais en tout cas, dans 6 jours, c'était super intéressant. Et ça m'emmène à ma question pour Meggy. Même si c'est pas censé être une interview, je me dis, moi, un des trucs que j'ai retenu dans l'épisode, c'était que finalement, il faut faire attention dans la période de dating, au-delà de passer de bons moments ensemble, etc., il faut se concentrer sur les sujets importants et avoir les conversations importantes. Qui, je pense que dans leur cas, c'était bien du coup qu'ils se parlent avant de se voir, parce que j'avoue que quand vous vous voyez, vous pouvez vite être distrait avec le « Ah, on s'amuse bien ensemble ». Mais je me dis, Meggy, pour toi, quelles sont les questions ou alors les sujets qu'il faut absolument aborder avant de s'engager avec quelqu'un pour la vie? Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est le caractère de la personne. Moi, personnellement, c'était important quand j'apprenais à connaître mon partenaire, comment est-ce que je regarde toutes ces attentions. Il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est la générosité, par exemple. Et je faisais attention. Est-ce que quand on sort,
il est généreux, il va donner un tip au serveur si le serveur a été gentil. Est-ce que il va me proposer de donner de la charité, des trucs comme ça. Ou si moi je proposais, je testais comme ça. Des petits tests, comme elle dit, elle faisait des petits tests, Ouais. c'est important. Mhm. La politesse. On dit souvent, si la personne est impolie avec le serveur et poli avec toi, c'est qu'il n'est pas poli. Mhm. Ça c'est très important. Et je me dis que le caractère c'est important parce que quand vous allez pas toujours vous entendre. Mhm. Et comment est-ce que vous réglez quand vous vous entendez pas? Et quelle personne est-ce qu'il devient quand vous vous entendez pas? Donc, Ouais. pour moi, c'est ça qui est important. D'accord. Non, c'est bien, on prend note, hein, on rajoute avec tous les tips de l'invité. Mais c'était tout, hein. Franchement, j'ai tellement aimé l'histoire que j'ai pas grand-chose à dire. Moi non plus. Je pense que je souhaite juste à toutes les personnes qui recherchent l'amour d'avoir des dénouements aussi simples, aussi alignés et aussi beaux finalement. Ouais, Ouais. vraiment. Belle histoire. Rien à dire. À bientôt. À bientôt. Bisous.